Il y a 400 ans, un village nommé Amsterdam part à la conquête du monde, invente le capitalisme moderne et devient la ville la plus riche du continent européen. Il y avait ce sentiment chez les Hollandais que qui que vous soyez, vous pouviez prendre votre part. Vous pouviez vous investir dans la grande activité économique de votre société. 100 ans plus tard, Londres, son premier concurrent, lui prend sa place. Première puissance commerciale de la planète, Londres traverse de terribles épreuves, devient la plus grande ville du monde et invente la mégalopole de demain. Quand les lignes de chemin de fer pénétraient dans les quartiers pauvres de Londres, les gens étaient tout simplement dispersés. Ils étaient littéralement balayés. Entre-temps, la nouvelle Amsterdam est devenue New York. Elle était sous la domination de l'Angleterre. Elle s'émancipe et se lance dans la course. Aux avant-postes des révolutions technologiques, New York devient la ville verticale et s'invente un nouvel horizon. Vous regardiez jour après jour cette structure de pierre en train d'être construite au milieu du fleuve. Et elle devenait plus grande, toujours plus grande. Le terme de gratte-ciel, en fait, est intéressant parce qu'il renvoie à ce paysage urbain de New York, la ville où on invente la notion de silhouette urbaine, de skyline. Le paysage urbain de New York, il était constitué par les clochers des églises et les mâts des navires. Et en haut des navires se trouvait une petite voile triangulaire, la plus haute du bateau, que l'on appelait le skyscraper. C'était la voile qui était la plus proche du ciel. Le City Hall, l'hôtel de ville, le point de départ de la grande saga du gratte-ciel à New York. À ses côtés, à la fin du 19e siècle, s'installent les sièges de 3 grands journaux. Entre eux, la compétition est féroce. C'est à celui qui sera le plus haut. 1876, le New York Tribune, 11 étages, le plus grand building du monde à sa construction. 1889, le Times Building, à droite, est immédiatement surpassé par le New York World Building et sa coupole dorée. Le premier fait 15 étages, le second 19 étages. Alors que ses deux voisins sont en briques, c'est le premier immeuble à New York dont le squelette est entièrement en acier. Avec la fonte, on pouvait monter à peu près jusqu'à 15, peut-être 18 étages. Avec l'acier, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. La seule limite est la limite des capitaux du constructeur, puisque les ascenseurs peuvent être répétés et peuvent monter jusqu'au ciel. 15 ans plus tard, toujours sur la place de l'hôtel de ville, le Woolworth Building franchit une étape supplémentaire. « 241 mètres, 57 étages. C'est le premier gratte-ciel emblématique de Manhattan. Non seulement parce qu'il s'agit de la tour la plus haute de la ville et qu'elle le restera pendant 16 ans, mais surtout parce que son style et sa silhouette sont reconnaissables entre tous. Cette fois, le building n'appartient pas à un quotidien, mais à l'un des hommes les plus fortunés de son temps. Frank Woolworth est propriétaire de la chaîne de magasins à prix unique du même nom. Tout y est à vendre pour 5, 10 ou 15 cents. Dans l'Amérique du début du XXe siècle, c'est une recette gagnante.
Le gratte-ciel est financé, dira Frank Woolworth, par les petites pièces de monnaie accumulées dans ses magasins. Ce faisant, dès sa construction, le Woolworth Building est un magnifique coup de pub pour son propriétaire et pour sa société. Mais Woolworth et son architecte, Cass Gilbert, ont un autre coup de génie. La référence à l'architecture gothique, aux cathédrales européennes. De quelle manière cette nation abstraite, cette ville abstraite, va-t-elle prendre sa place dans le monde? Eh bien, elle va y parvenir en regardant le passé européen, en regardant les grands maîtres, les cathédrales, en regardant les grandes réalisations architecturales. Donc, quand le Woolworth Building est achevé, au début du XXe siècle, il s'agit du plus grand immeuble au monde. Et c'est une cathédrale gothique. Quand vous pénétrez à l'intérieur du Woolworth Building, vous comprenez que vous passez par une sorte de portail de cathédrale d'une taille monumentale, puis dans un hall d'entrée qui vous donne le sentiment d'être dans une église magnifique, mais dont l'échelle aurait été réduite à l'échelle humaine. Et ce lobby, c'est important, a une forme en croix. Tout à coup, vous êtes dans une église. Vous êtes dans la nef. Vous le comprenez tout de suite avec le transept. C'est frappant. Puis vous regardez les éléments de décoration. Vous voyez des choses qui ressemblent à des gargouilles. Mais quand vous les regardez de près, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un simple griffon, mais d'une personne. Et de qui s'agit-il? C'est Woolworth. Et que fait-il? Il compte ces petites pièces de monnaie. Vous regardez une autre de ces gargouilles, vous voyez que c'est l'architecte. Il s'est lui-même immortalisé. Et que tiendra? Il tient le building. L'époque de la construction du Woolworth Building correspond aux grandes vagues d'immigration aux États-Unis et à l'arrivée de dizaines de milliers d'artisans européens. Ce sont eux qui réalisent les mosaïques et tous les décors du hall d'entrée. Ici, on vénère la divinité du travail. Et c'est la déesse du commerce qui accueille le visiteur lorsqu'il pénètre dans le gratte-ciel. Le Woolworth Building a tout d'une église, mais c'est une église du Nouveau Monde. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir du roi. Ce n'est pas une façon d'entrer en contact avec Dieu, ni de se recueillir. C'est une question d'espace alloué, dans lesquels on exerce des métiers ordinaires et ennuyeux. Et pourtant, c'est une cathédrale dédiée au commerce. C'est l'idée new-yorkaise par excellence. Une cathédrale dédiée au commerce. C'est un oxymore. Mais entre les mains d'un architecte de talent comme Cass Gilbert, le Woolworth Building devient profondément inscrit dans votre esprit, un chef-d'œuvre mémorable. Quand le Woolworth Building ouvre ses portes, à la veille de la Première Guerre mondiale, New York a trouvé sa nouvelle dimension. Les gratte-ciels vont désormais fleurir à Manhattan, donnant naissance à un nouveau concept, la skyline, la silhouette urbaine. Ce paysage s'impose alors au monde entier. C'est l'expression de la nouvelle puissance de la ville et de ses ambitions planétaires. Jamais de toute l'histoire humaine, Empire n'a été aussi étendu. Sur 4 continents, Londres domine d'immenses territoires, sur lesquels, dit-on, le soleil ne se couche jamais. La West End, le quartier de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, prend alors une extension considérable. Mais ici, la nouveauté n'est pas à l'extérieur. Ces maisons mitoyennes, les terrace houses londoniennes, sont plus ou moins les mêmes depuis leur premier développement, au XVIIIe siècle.
Cette fois, ce sont les intérieurs qui sont révolutionnaires. Le développement des maisons mitoyennes à Londres coïncide avec la croissance de la consommation, avec la capacité donnée aux familles d'acheter des objets. Si vous revenez au XVIIe siècle, les gens n'avaient pas beaucoup de choses dans leur maison parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à acheter. Mais à l'époque victorienne, la notion même de shopping, de l'achat d'ameublement, d'objets décoratifs pour la maison, avait explosé. La gamme d'objets que vous pouviez vous procurer était absolument gigantesque. Pour la première fois, une personne appartenant plus ou moins à la classe moyenne pouvait se permettre de vivre dans une maison décorée qui comprenait des motifs sculptés et des détails très soignés, parce qu'ils pouvaient être produits en série. Des couleurs voyaient le jour par l'invention de nouvelles teintures. Et ces endroits sont donc devenus beaucoup plus colorés. Nous sommes passés d'une société monochrome, pour tout le monde à part les plus riches, à un monde dans lequel les intérieurs et les constructions étaient très décorés et très colorés. Et par conséquent, ces petites maisons mitoyennes sont uniques, parce qu'à l'extérieur, elles sont parfaitement anonymes, comme un Anglais. Aucune expression de leur personnalité. Mais dès que vous franchissiez la porte d'entrée, elles étaient abondamment meublées de manière personnelle, grâce à cette extraordinaire explosion du shopping et de la consommation qui s'est emparée de Londres au XIXe siècle. Une telle prospérité attire toujours davantage. Et la population de Londres triple entre 1850 et 1900, atteignant au tournant du XXe siècle les 6 millions d'habitants. La ville la plus riche du monde est aussi celle de toutes les inégalités. Les plus démunis sont concentrés dans des poches de misère. Aucune partie de la ville n'est épargnée. Le contexte est révolutionnaire. C'est à Londres que Karl Marx écrit Le Capital. En 1886 éclate la révolte des chômeurs. Pendant 3 jours, les violences s'étendent au beau quartier. C'est alors qu'un certain Charles Booth lance son grand projet. Pour éviter de tels débordements, pense-t-il, il faut mieux connaître la population de Londres. Imaginez un homme d'affaires typique de l'ère victorienne, un propriétaire de bateau de commerce parvenu à une immense réussite, originaire de Liverpool, du second port de Grande-Bretagne. Il utilisait l'outil statistique pour analyser les cycles économiques, les inventaires, les prix. Et c'est à travers sa connaissance de la statistique qu'il a fait fortune et qu'il a développé sa compagnie de navigation jusqu'à devenir une société très prospère. Dans les années 1880, Booth s'installe à Londres et va cette fois utiliser ses connaissances mathématiques pour étudier le niveau de vie de ses habitants. Une immense entreprise, financée sur sa fortune personnelle. Son équipe d'enquêteurs se déplaçait avec des policiers. La police patrouillait en permanence dans les rues de Londres. Il n'y avait aucune rue où il n'était pas présent. Et il y avait un enquêteur qui prenait des notes, maison après maison, sur l'état du bâtiment et sur les conditions de vie de ses habitants. Ensuite, dans les coulisses, ces données étaient intégrées à des tableaux et étaient géolocalisées. Géolocalisées sous forme de cartes pour donner ces célèbres images de Londres, en 7 échelons de couleurs, qui représentent la géographie sociale de la ville de Londres. L'étude de Booth, publiée en 1902, est la photographie d'une immense métropole en plein bouleversement. Jaune pour les riches, rouge pour les gens aisés, orangé pour les quartiers mélangés,
bleu clair pour les quartiers dont les habitants, bien que pauvres, ont un revenu régulier. En bleu foncé, les zones où les habitants sont en manque chronique. Et en noir, ceux que Charles Booth qualifie de « vicious and semi-criminal », vicieux et semi-criminels. Oui, c'est exact. Il y avait de grandes différences entre l'est de Londres, l'est de la Tour de Londres et la partie ouest de Londres. Mais dès que vous regardez ces cartes, vous comprenez que la géographie sociale était beaucoup plus complexe. Il y avait des concentrations de grande pauvreté, très près des pelouses impeccablement entretenues de Bedford Square. Et de la même façon, dans l'East End de Londres, il y avait des familles respectables de la classe moyenne qui vivaient au milieu de ce qui était caricaturé comme étant la jungle de l'East End. Dans son ouvrage, Charles Booth invente le concept du seuil de pauvreté, sous lequel, écrit-il, vit un tiers des Londoniens. 10% de la population de Londres, ajoute-t-il, n'a aucune chance d'échapper à cette malédiction. Central Park vient à peine d'être terminé, mais aux alentours, rien ou presque n'a encore été construit. Pas de maison, encore moins d'immeubles. Ce quartier, aujourd'hui parmi les plus luxueux de Manhattan, n'est encore que terrain vague. C'est alors que les nouveaux millionnaires de l'économie américaine se font construire leurs petits châteaux. On les appelle les mansions. Pendant une trentaine d'années, cette partie de la ville sera le terrain de jeu de toutes les excentricités. Il n'y avait pas plus d'une douzaine de ces demeures d'une taille incroyable, mais certainement 50 à 75 très grandes maisons, principalement sur la 5e avenue et sur Park Avenue. Et puis plusieurs centaines de plus petites maisons, mais d'une taille tout de même significative. Les New-Yorkais baptisent alors la 5e avenue la rangée des millionnaires. S'y installent les hommes forts des chemins de fer, de la sidérurgie, du charbon, du pétrole ou de la finance. John Rockefeller, qui sera bientôt l'homme le plus riche du monde. Il fait l'acquisition d'une maison déjà construite, située à 2 pas de Central Park. Ses intérieurs évoquent tous les styles, toutes les époques et tous les continents. Andrew Carnegie, le prince de l'acier. Il construit sa propre mansion sur un terrain d'1 demi-hectare, une surface considérable pour Manhattan. Sa maison est l'une des seules à avoir survécu, avec celle de son partenaire en affaires, le baron du charbon, Henry Clay Frick. C'était terriblement cher. Frick a dépensé 2 800 000 $ pour acquérir le terrain, et c'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de construction à ce niveau de la 5e avenue. Et ensuite, il a dépensé une somme encore plus considérable, l'équivalent de 3 millions de $, pour construire ce palais monstrueusement grand, pour y habiter, puis pour exposer sa collection d'art. Il a survécu justement parce qu'il a conçu la maison pour être également utilisée en tant que musée après sa disparition, et il a fait en sorte de léguer suffisamment d'argent avec sa collection pour s'assurer qu'il soit préservé. La mansion de Henry Frick est une exception. Car sitôt passé la Première Guerre mondiale, les petits châteaux des grandes fortunes américaines disparaissent, l'un après l'autre. À leur place, on construit des immeubles de grande hauteur, d'un luxe inouï, beaucoup plus rentable et beaucoup plus glamour.
Le premier d'entre eux, le célèbre Dakota. C'étaient de véritables palais dans le ciel. Vous aviez des immeubles de 12 à 15 étages avec seulement 10 ou 15 familles. Les appartements avaient habituellement plusieurs étages, ce que l'on appelle à New York le duplex. Il y avait donc un escalier à l'intérieur de l'appartement qui donnait l'impression de se trouver dans une maison particulière, avec plusieurs étages. Dans certains cas, vous aviez même des appartements sur 3 niveaux. Un promoteur offre une grosse somme d'argent aux propriétaires d'une mansion, lesquels finissent par céder leur petit château pour laisser place à l'un de ces grands immeubles. Mais la plupart du temps, il demande une concession supplémentaire. Et il arrive que celle-ci échappe à toute mesure. C'est l'histoire d'une femme nommée Marjorie Hutton. C'était l'héritière d'une société du Midwest qui faisait des céréales pour le petit déjeuner. Et elle était mariée à un banquier d'affaires. Ils avaient construit une mansion sur la 5e avenue et un jour, un promoteur est arrivé et a proposé d'acheter la maison pour construire un nouvel immeuble. Et elle a donné son accord à une condition. Cette condition était qu'on lui offre un appartement sur mesure tout en haut de l'immeuble. Et on lui a donné un appartement qui n'était pas la copie conforme de l'architecture de sa maison, mais qui l'était dans une certaine mesure. Elle avait des meubles sur mesure, des tapis, des boiseries et d'autres choses qui avaient été reproduites dans le nouvel appartement. Et en plus, on lui a donné une entrée séparée avec sa propre cour intérieure qui menait à son ascenseur privé, lequel la transportait tout en haut de l'immeuble, où elle disposait de 3 étages rien que pour elle, sur une surface de 2800 mètres carrés. Le plus grand appartement, à ma connaissance, jamais construit à New York. Peut-être même dans le monde entier. L'appartement de Marjorie Hutton compte 54 pièces et pas moins de 17 salles de bain. Un record jamais battu à New York, même si un autre appartement, quelques années plus tard, l'a surpassé par son extravagance. Aménagé dans le nouveau quartier très chic de l'Upper West Side, son propriétaire s'appelle William Randolph Hearst. Il possède le premier groupe de presse aux États-Unis. Et c'est un personnage pour le moins original. Il disposait d'un séjour d'une hauteur sous plafond de 3 étages, décoré sur le modèle d'une église gothique, à partir d'éléments venus d'Europe. Et ensuite, chaque pièce était décorée selon un thème différent, avec également des éléments d'architecture importés. Donc une chambre à coucher française ou une étude italienne, etc., etc. À cette époque, l'économie américaine semble n'avoir aucune limite, et la Première Guerre mondiale accélère encore la montée en puissance des États-Unis. Ce quartier est le fruit de ces années d'insouciance et de démesure, auxquelles la grande crise de 1929 mettra bientôt un point final. Letchworth, à une 50aine de kilomètres au nord de la capitale britannique. Alors que New York révolutionne l'architecture, Londres invente l'urbanisme de demain. Letchworth est aujourd'hui une petite banlieue coquette d'environ 35 000 habitants. Mais c'est le fruit d'un projet radical, un projet imaginé par un homme qui a vu dans la nature la solution aux problèmes de la métropole. Il s'appelle Ebenezer Howard. Il considérait la question de la pauvreté comme un sous-produit de la ville et de la densité urbaine. Il n'était pas intéressé par des explications sociales ou économiques ou des choses de ce genre. C'était la ville elle-même qui créait la contestation sociale. Et le mécontentement, et le malheur. Et la nature, la campagne, un meilleur équilibre entre la paix de la campagne, la tranquillité de la nature et les opportunités économiques de la ville pouvaient être atteints en reconstruisant la ville dans la nature. C'était sa grande idée, la Garden City.
Tout cela s'est développé dans le cadre de ce que nous appelons le mouvement Arts and Crafts. Ce mouvement s'inspirait de la petite maison traditionnelle de la campagne anglaise. Les façades à colombages, les longues toitures avec leurs avant-toits, les pignons, les espaces ouverts dans la maison et leurs coins cheminés. Merveilleux, merveilleux écho du mouvement Arts and Crafts. Cela représentait un retour du monde de la production industrielle à celui de l'artisanat, à l'utopie d'une société médiévale imaginaire plus équilibrée, dans laquelle le travail serait local. Les gens travailleraient de leurs propres mains. La cité-jardin se développe sur d'anciens terrains agricoles, qui, par définition, ne valent presque rien et qui sont mis en valeur par les colons. Au centre, ils installent les administrations, les services publics et les commerces, autour desquels ils aménagent les quartiers résidentiels, puis la zone industrielle, puis la ceinture agricole. Tout cela est desservi par des rues disposées en étoiles. Mais Howard voit loin et imagine que le bénéfice dégagé par chaque cité-jardin sera investi dans la création de nouvelles petites villes, disposées autour de Londres et fonctionnant selon un principe équivalent. La cité-jardin aurait ainsi proposé un contre-modèle à la mégalopole. Finalement, ce mécanisme ne va fonctionner qu'une fois. Mais l'invention de Howard frappe immédiatement les esprits et est à l'origine de l'idée même d'une ville créée de toutes pièces. Il s'agissait donc de logements ouvriers d'une espèce très différente, avec un jardin devant la maison, un jardin à l'arrière, une rue plantée de cerisiers, des jardins potagers attribués aux travailleurs pour qu'ils cultivent leur propre nourriture. Tout cela dans une petite ville entourée d'une ceinture agricole, produisant des fruits et des légumes pour la ville. Propriété de la municipalité, propriété des habitants eux-mêmes. À cette époque, la plupart des habitants de Letchworth vivent et travaillent dans la cité-jardin. Beaucoup sont employés à l'usine Spirella, la plus importante de Letchworth, installée dans un bâtiment à l'architecture très novatrice. Ici, la plupart des ouvriers sont des ouvrières. Elles produisent des dessous féminins très affriolants pour ce tout début du XXe siècle. Spirella se veut une entreprise modèle et ses salariés bénéficient d'avantages très supérieurs aux employés britanniques. Au dernier étage de l'usine, un espace leur est réservé. Ils y exercent toutes sortes d'activités, gymnastique, rencontres en tout genre, concerts et dancing. Bien sûr, comme toutes les colonies, ils devaient attirer des colons. Et ces colons étaient en général des progressistes, des gens qui appréciaient Ebenezer Howard, qui croyaient dans l'expérimentation sociale. Par conséquent, c'est dans la cité-jardin de Letchworth que nous voyons les premières expériences à grande échelle du port des sandales, de la réforme de la tenue vestimentaire, du régime végétarien. On passait la nuit à la Belle Étoile. Les gens avaient des chambres à coucher avec des espaces ouverts sur l'extérieur, dans lesquels leurs lits pouvaient être déplacés pour qu'ils puissent respirer le grand air. Aussitôt, le phénomène de Letchworth, une ville nouvelle en pleine nature, suscite l'intérêt au-delà des frontières de l'Angleterre. Paris, Bruxelles, Berlin et même Tokyo tentent à leur tour de développer leur propre cité-jardin. Londres, la première métropole de l'histoire, vient d'inventer son antidote. Dans les décennies suivantes,
le concept d'Ebenezer Howard contribuera à changer les villes du monde entier. Au début des années 1910, les gratte-ciels ont atteint une nouvelle échelle, pas seulement en hauteur, mais aussi en termes d'occupation du sol, d'épaisseur, de largeur de ces immeubles dont la surface intérieure était considérable. Et le meilleur exemple en est l'Equitable Building. 164 mètres, 44 étages. À présent, l'Equitable Building est semblable à des dizaines d'autres immeubles de bureaux à Manhattan. Pourtant, si New York ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Ce qui est remarquable dans le cas de l'Equitable, dont le plan a la forme d'un H, c'est la densité et la rapidité des ascenseurs. C'est une gigantesque machine à faire circuler verticalement les gens. 48 ascenseurs pour 50 000 postes de travail. Cela aussi, aujourd'hui à Manhattan, c'est ordinaire. Mais à l'époque de son inauguration, en 1915, c'est une petite révolution. Les voisins de l'Equitable Building sont alors nettement plus petits que lui. Et dans les rues étroites du sud de Manhattan, son arrivée a du mal à passer. Selon l'heure de la journée, presque 4 blocs d'immeubles de plus petite taille et de construction plus ancienne étaient plongés dans l'ombre de cette structure titanesque, dérobant leur lumière, volant la valeur de la lumière du soleil qui était utilisée pour éclairer leur espace intérieur. La lumière électrique à cette époque, les ampoules électriques, chauffent énormément et ne donnent pas beaucoup de lumière. La lumière électrique était une source de chaleur. Les fenêtres devaient être ouvertes pour aérer, et donc les immeubles étaient beaucoup plus dépendants de la lumière du soleil et du vent pour que leur espace intérieur soit habitable. Manhattan doit donc rapidement trouver une façon de construire plus haut sans gêner son voisin. Et c'est un certain George Burdett Ford qui va trouver la solution. Son idée, un règlement d'urbanisme adopté en 1916. En voici le mode d'emploi. Premièrement, on peut construire en hauteur l'équivalent de la largeur de la rue ou de l'avenue qui borde l'immeuble. Ensuite, on tire une droite qui part du milieu de la rue. On obtient ainsi une enveloppe à l'intérieur de laquelle on peut encore monter, mais en retrait. Selon les quartiers, résidentiels ou de bureaux, la première façade sera plus ou moins haute. Et dernière subtilité, sur 25% de la parcelle, on peut construire sans aucune limite de hauteur. C'est la recette de l'Empire State Building et de centaines d'autres gratte-ciel de Manhattan. Et alors que tout cela n'est qu'une formule technique qui vise à préserver la lumière et l'aération, l'une des choses intéressantes, c'est qu'elle contribue rapidement à donner naissance à un style d'architecture tout à fait nouveau. Une sorte de style en ziggourate. Ce genre de montagne en escalier, de silhouettes de falaises, donne ce look très particulier à New York. Le zigzag, intimement associé à l'âge du jazz. Parce que la façon dont l'ombre et la lumière évoluent dans ces espaces en angle droit produit une sorte d'énergie frénétique que vous pouvez voir dans les photographies noir et blanc et dans ces jeux d'ombre et de lumière sur la ville. Parmi les buildings les plus célèbres de Manhattan, beaucoup sont le fruit du règlement de 1916. Ils ont tous un air de famille, mais ils sont tous différents. Le 120 Wall Street et sa forme en escalier. Le New York Telephone Building et sa silhouette déstructurée. L'American Radiator Building et son sommet en gradin.
ou encore le Chrysler Building et sa tour en forme de fusée. Tous sont construits en une quinzaine d'années, alors que l'Amérique connaît une formidable période d'expansion économique qui suit la Première Guerre mondiale. Des dizaines de buildings transforment alors la silhouette urbaine de Manhattan et lui offrent une image reconnaissable entre toutes. Dans les années 1920, la progression de la bourse et la croissance des gratte-ciel étaient compagnons. D'ailleurs, vous pouvez penser à la courbe croissante du marché des actions en parallèle à celle du profil de la silhouette urbaine, avec des pics puis des vallées en période de récession, parce que les gratte-ciel sont toujours connectés au marché financier. À l'exception du Woolworth Building, le nombre et la hauteur des gratte-ciel de New York épousent l'évolution des cours de Wall Street. Mais avec un léger décalage, si bien que lorsque la bourse s'écroule, à l'automne 1929, le Chrysler Building est déjà en chantier et l'Empire State est sur le point d'être lancé. L'apothéose de cette première grande époque du gratte-ciel. 85 étages, le plus grand, le plus gros et le plus rapide. La technologie utilisée pour sa construction n'était vraiment pas exceptionnelle. Le squelette d'acier était la norme depuis presque 20 ans. Il y avait des sortes de kits de poutres et de colonnes d'acier jointes par des rivets que des ouvriers en équipe de 5 assemblaient avec beaucoup d'efforts et d'héroïsme. Ce que vous voyez sur les photos de ces ouvriers des métaux et de tous les autres travailleurs du chantier. Mais ce qui était vraiment extraordinaire avec l'Empire State, c'était d'abord son échelle et ensuite sa vitesse de construction. Et son vrai génie, c'était l'organisation de sa construction. En matière de gratte-ciel, le temps, c'est de l'argent. Vous empruntez de l'argent de façon à construire le building. Donc, moins de temps l'argent est emprunté et plus vite vous le transformez en espace à louer, plus rentable sera le building. Et l'Empire State Building a été construit plus rapidement que n'importe quel gratte-ciel de son époque. Un étage par jour en moyenne, pendant l'été 1930. Le chantier de l'Empire State dure à peine plus d'une année. Mais à son ouverture, un quart seulement de ses bureaux trouveront preneur. Le roi des buildings arrive à contretemps. Il ne sera rentable que 20 ans plus tard, bien après la Seconde Guerre mondiale. Le Blitz, le bombardement intensif de Londres par l'aviation allemande. À partir du 7 septembre 1940, chaque nuit est un enfer. Londres était une cible immanquable pour la Luftwaffe. C'était une cible de 19 km de bout en bout. C'était toujours la plus grande ville du monde. Londres était à l'époque plus grande que Calcutta. C'était une cible immense. Depuis 1900, la surface de Londres a encore doublé. Avec ses 8 millions d'habitants, c'est une mégalopole de faible densité. Et c'est sa grande force dans cette terrible épreuve. La phase la plus intense du Blitz a duré assez peu de temps, entre septembre 1940 et mai 1941. Pendant cette période, il y avait des bombardements toutes les nuits avec une moyenne de 160 bombardiers. La pire des nuits, 580 tonnes de bombes très puissantes ont été larguées sur Londres. Elles firent 250 000 sans-abri. Leurs maisons disparurent, tout simplement. L'effet psychologique était énorme. Les sirènes qui retentissent partout, la population entière réfugiée dans les abris souterrains.
Mais en réalité, dans cette ville de faible densité de 8 millions d'habitants, l'impact des bombardements a été plutôt localisé. Il y a donc des zones avec de très importantes destructions, à côté de grandes parties de Londres où la vie de tous les jours continuait normalement. Dans les premières semaines, le port de Londres et ses quartiers industriels, ainsi que la City, son cœur financier, sont visés en priorité. Mais avec le temps, c'est l'ensemble de la mégalopole qui est touché. Le Blitz fait 30 000 morts. Il va changer pour toujours la physionomie de la capitale britannique. Ce qui pour moi est très important dans l'histoire de Londres, c'est sa capacité à se renouveler physiquement entièrement. Et quand on regarde le Blitz, on regarde simplement une réédition de ce qui s'est produit quand est arrivé le chemin de fer. Ce qui est arrivé avec le grand incendie. C'était une chance de recommencer à zéro, de revitaliser l'infrastructure commerciale, économique et financière de la City. À la fin de la guerre, la City n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle doit écrire une nouvelle histoire. La suite est aujourd'hui célèbre. La City retrouve un nouveau souffle quand Margaret Thatcher dérégule les services financiers. Cette décision renouvelle en profondeur l'activité, mais aussi l'urbanisme de l'ancienne ville de Londres, le noyau originel autour duquel la capitale anglaise, au XVIIe siècle, avait commencé son expansion. La ville médiévale, peu à peu spécialisée en centre d'affaires, achève ici sa métamorphose. J'ai été nommé à la tête de l'urbanisme de la City en 1985, au moment où le gouvernement annonçait la dérégulation des services financiers. Cela signifiait que la City de Londres allait s'ouvrir à la compétition et que les banques du monde entier allaient avoir la possibilité d'opérer à Londres. Il fallait donc inclure des salles de marché informatisées sur de vastes étages à l'intérieur des immeubles des banques. Cela demandait un nouveau type d'immeuble. Donc, on a pris la décision que la City devait grandir, devait construire des gratte-ciel. La City devait se développer verticalement, car elle ne pouvait plus faire autrement. L'afflux financier déborde à présent largement des frontières de la City. Et c'est l'ancien port de Londres qui change de visage. Les docks désaffectés sont reconvertis en centres d'affaires. Ils faisaient la gloire du port de Londres au XIXe siècle. Abandonnés après la Seconde Guerre mondiale, ils ont trouvé ici un nouvel usage. Mais c'est aussi l'idée même du gratte-ciel qui s'impose pour la première fois à Londres, au-delà des frontières de la City. Le Shard, 241 mètres, contient des bureaux, mais surtout des appartements de très grand luxe. Une nouvelle tendance urbaine, née à New York. Là-bas, elle est en train de changer la ville. Bien sûr, depuis les années 30 et ses buildings emblématiques, Manhattan a vu se construire des centaines d'immeubles de verre. Mais aucun d'entre eux n'a jamais fait oublier les grandes stars de sa silhouette urbaine. Ce sont toujours les icônes de New York, des objets qui font partie intégrante de son identité. Demain pourtant, il pourrait bien trouver de sérieux challengers. Des gratte-ciels d'un nouveau genre, on les appelle les super tall, les super grands. 425 mètres pour 88 étages,
Celui-ci est aujourd'hui le plus haut gratte-ciel de New York. Et c'est une tour résidentielle de très grand luxe. Les super talls sont de curieux objets tout en finesse, dont l'origine remonte à plus d'un siècle, lorsque Cornelius Vanderbilt, le roi du chemin de fer américain, décide de construire Grand Central Terminal, le terminus de ses lignes ferroviaires. Grand Central, c'est d'abord une formidable réussite d'architecture. Mais ici, la vraie nouveauté, ce n'est pas le hall de gare. Ce sont les quais souterrains et l'usage qui va en être proposé par l'un de ses concepteurs. L'ingénieur William Wilgus, qui est le grand opérateur du chantier de Grand Central, va avoir cette idée géniale de construire sur le vide, c'est-à-dire de créer un quartier nouveau au-dessus des voies de chemin de fer, tout simplement parce que les fondations des immeubles sont réalisées à travers les voies. Le sol est atteint à travers les voies, permettant ainsi à des bâtiments de se dresser sur un sol artificiel. Du coup, les promoteurs qui construisent les bâtiments n'achètent pas un terrain. Ils achètent un volume d'air, la possibilité de construire sur un volume d'air en posant ses fondations au niveau inférieur à travers les voies. Toutes les grandes villes du monde utilisent aujourd'hui ce procédé. Sauf qu'à New York, l'idée des droits aériens est devenue tout autre chose. Prenons la célèbre cathédrale Saint-Patrick, sur la 5e avenue. Comme elle n'a aucune intention de laisser place à un gratte-ciel, elle a cédé à un promoteur ses droits aériens, c'est-à-dire l'espace qui est au-dessus d'elle et qui lui appartient. En échange de quoi, elle a touché une petite fortune. Le même raisonnement est applicable à tous les bâtiments qui sont en dessous de la limite autorisée dans leur quartier. Ils peuvent renoncer à construire l'espace supplémentaire auquel ils pourraient prétendre et le céder à un promoteur qui pourra construire ailleurs, au-dessus de la limite autorisée. Quand vous vendez ces droits aériens, vous vendez cet espace qui n'est pas construit à un promoteur, qui peut ensuite aller à la mairie et dire « j'ai acheté 20 étages ». Et le promoteur peut tout simplement ajouter ce volume à celui qu'il peut déjà construire. Donc s'il peut construire un immeuble de 30 ou 40 étages et qu'il achète 20 étages à ses voisins, il est maintenant capable de construire en toute légalité 60 étages. La nouveauté, c'est que le même système est maintenant appliqué à des gratte-ciel beaucoup plus grands. Il y a des clients pour ces tours d'un nouveau genre et la technologie a fait d'énormes progrès. La technologie permet aujourd'hui de construire extrêmement haut sur un tout petit terrain. Vous pouvez acheter un terrain de 20 mètres sur 30 et construire un immeuble terriblement grand. Il n'y a en fait aucune limite. Vous pouvez monter à 800 mètres de haut. La première tour, dite Super Tall, est signée Christian de Porzampar, un architecte français. Ces appartements sont les plus chers jamais vendus à Manhattan. Une vue comme celle-ci a de la valeur. C'est le summum de l'appartement new-yorkais. Sortir de l'ascenseur dans un domaine qui n'appartient qu'à vous, pour découvrir cette vue imprenable, à l'infini, et dans toutes les directions. Il n'y a pas de meilleure expression du pouvoir et de la possession qu'une vue sur Central Park, depuis un endroit unique et exclusif. Même si ce caractère unique est répété 80 fois dans le ciel, jusqu'à l'appartement situé au sommet de tous ces étages. Un appartement dans le 157 a été vendu près de 100 millions de dollars. D'autres ont atteint 87 millions, 90 millions, des sommes presque inconcevables.
Ces nouveaux buildings resteraient une simple curiosité s'ils n'étaient pas amenés à se multiplier dans les années à venir, révolutionnant la silhouette urbaine de New York. Un paysage homogène va faire place à un horizon irrégulier et chaotique, expression de la nouvelle logique financière des gratte-ciels de Manhattan. Une partie de ce marché vient de personnes qui ont constitué d'énormes fortunes dans des pays à l'avenir incertain. Vous avez donc des gens avec beaucoup d'argent venus de Russie, du Moyen-Orient ou de pays d'Asie, où se trouvent des personnes extrêmement fortunées. Ils désirent investir dans l'immobilier new-yorkais et ils utilisent ces buildings essentiellement pour déposer leur argent. À New York, une époque s'achève. Bientôt, les rois de Manhattan ne seront plus des immeubles de bureaux, mais ces gratte-ciels résidentiels dont les appartements sont souvent de simples pieds-à-terre. Des fortunes venues du monde entier domineront alors la skyline. Un curieux retournement des choses pour cette ville dont la vocation a toujours été de conquérir le monde.